Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French. SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio. Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Bonjour et bienvenue à cette édition du programme en français de ce jeudi 29 avril. Pour vous accompagner, Bertrand Tungandame. Au sommaire de cette édition, on va avoir comme tous les jeudis un décryptage de l'économie australienne. On parlera mode aussi avec Lola Clavel qui a lancé un label de mode à Sydney. Et on verra aussi le retombée sur l'économie australienne de la baisse de l'immigration suite à la pandémie de coronavirus. Mais sans plus tarder, l'actualité de ce jeudi 29 avril. Le gouvernement du Victoria annoncera des plans pour une alternative inédite à la quarantaine dans les hôtels. Michael Collins, l'un des 3 membres de l'équipage historique de la mission Apollo 11, décède à l'âge de 90 ans. Et en France, c'est suivant un format inhabituel qu'Emmanuel Macron va dévoiler son plan de déconfinement. Le gouvernement du Victoria envisage de réaffecter un complexe de quarantaine pour les animaux de compagnie au nord de Melbourne pour y loger des personnes devant servir leur délai de quarantaine. Le site actuellement utilisé par le département fédéral de l'agriculture pour mettre les animaux en quarantaine pourrait être adapté à l'hébergement en cabane similaire au site de Howard Springs dans le territoire du Nord. Le gouvernement de Victoria doit faire une annonce ce jeudi après presque 3 mois d'évaluation de divers endroits à travers l'État qui pourrait être une alternative au système actuel de quarantaine dans des hôtels. Le déploiement de la vaccination contre le Covid en Australie reste en retard, bien qu'on comptabilise plus de 2 millions de doses déjà injectées. Certaines personnes qui font partie de groupes dits prioritaires, comme les personnes âgées, n'ont toujours pas été vaccinées. Le Premier ministre Scott Morrison déclare quand même que la campagne progresse, mais tout le monde n'est pas d'accord. La sénatrice indépendante Jackie Lambie a dénoncé sur Nine Network la complaisance du gouvernement. Selon Jackie Lambie, la transparence doit être exercée, en particulier sur les délais garantis de la livraison des doses sécurisées. Elle demande au gouvernement d'être clair à ce sujet. Because we have not had death in our faces like many other countries out there, we've become quite complacent. I just find it really, really concerning. But it was a real failure on the federal government not to secure those vaccines very, very early on. And I tell you now, I've been part of that COVID committee and trying to get the truth out of the people sitting in front of us has been really, really difficult, which is not helping the situation. Come out and be honest. This is about people's health. Tell us what has really gone wrong. Et les autorités sanitaires enquêtent sur la mort des 2 hommes en Nouvelle-Galles du Sud, décédés peu après avoir été vaccinés au COVID-19. Aucun lien n'a encore été trouvé entre les décès et le vaccin. La Therapeutic Goods Administration précise qu'un rapport d'événement indésirable après la vaccination ne signifie pas que l'événement a été causé par la vaccination, mais que cette autorité est au courant de ce cas. Un homme de 55 ans a souffert d'un caillot sanguin dans les poumons et est décédé peu après à l'hôpital de Tamworth la semaine dernière, 8 jours après avoir reçu un vaccin contre le Covid. Sa famille a déclaré à un journal local qu'elle ne savait pas quel vaccin l'homme avait reçu. L'autre décès était un homme de 71 ans à Sydney qui avait des conditions médicales existantes et a été récemment vacciné à l'AstraZeneca. Et c'est ce jeudi que le trésorier fédéral Josh Frydenberg prononcera son dernier grand discours avant la présentation de son budget le 11 mai prochain. Selon M. Frydenberg, le budget du mois prochain visera à réduire davantage le taux de chômage à moins de 5% tout en évitant un virage austéritaire. M. Frydenberg a déclaré vouloir entreprendre un redressement du budget, un budget frappé par la
la pandémie de coronavirus. S'exprimant sur Sunrise, sur un programme de Channel 7, M. Frydenberg a affirmé vouloir ramener le chômage à son niveau d'avant la pandémie. My first goal is to get it back to where it was going into this pandemic, which was at 5.1% last February. But even last December, just a few months ago, we expected more than 200,000 people to be unemployed than compared to today. Yep. And so the recovery has been so much stronger and faster, not just compared to previous recessions, but even our most optimistic forecasts. And that's why we want to keep that momentum going. Et en marge de ce budget fédéral, l'organisation humanitaire Anglicare demande au gouvernement de résoudre la question de l'accès au logement. En effet, un rapport récent sur l'accès au logement par Anglicare Australia a montré que sur 74 000 propriétaires à travers le pays, seules 3 propriétés, toutes des colocations aussi, étaient abordables pour une personne sur JobSeeker. Et il n'y avait pas de logement abordable pour une personne bénéficiant d'une allocation jeunesse. Et un peu plus de 200 logements étaient abordables pour les bénéficiaires de la pension de soutien aux personnes handicapées, tandis que ceux qui bénéficient de la pension de vieillesse pouvaient se permettre seulement un peu plus de 380 sur les 74 000 propriétés. Le directeur exécutif d'Anglicare Australia, Casey Chambers, a déclaré que si le gouvernement prétend que l'économie rebondit, les personnes au salaire minimum ne peuvent se permettre qu'1% des loyers, ce qui est moins de la moitié de ce qui était disponible l'année dernière. La Chine a exhorté les politiciens australiens à sortir de leur mentalité de guerre froide, qualifiant certains membres du gouvernement d'être des fauteurs de troubles. Cette déclaration fait suite aux affirmations du secrétaire australien aux affaires intérieures, Mike Pezzullo, qui avait déclaré que des bruits de bottes grondaient à travers le monde et que l'Australie devait se préparer à un conflit régional. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré que depuis longtemps, l'Australie a tiré profit de sa coopération avec la Chine et devrait plutôt se concentrer sur la promotion de la paix. As a country that has long benefited from cooperation with China, it is unethical for Australia to hype a China threat theory, nor is the allegation consistent with facts. It will end up hurting itself. We advise individual Australian politicians to abandon the Cold War mentality, stop making irresponsible remarks, and do more to benefit regional peace and stability. Et plusieurs aborigènes appartenant à la génération volée ont attaqué le gouvernement australien pour obtenir compensation. La génération volée, ce sont ces milliers d'enfants aborigènes enlevés de leur famille et placés dans des institutions pour y subir un processus d'assimilation. Explication de cette action en justice avec Christophe Paget pour RFI. Ils ont effacé des générations entières, comme si elles n'avaient jamais existé. Heather Halley a 84 ans, elle en avait 9 lorsqu'on l'a arrachée à sa mère pour la placer dans une institution à 700 km de là, à des fins d'assimilation. Heather Halley fait partie des 800 habitants des territoires du Nord qui viennent de lancer un recours collectif, une class action contre le gouvernement fédéral. Car si d'autres États d'Australie ont mis en place des mécanismes pour indemniser cette génération volée, l'État fédéral qui dirigeait les territoires du Nord à l'époque de ces enlèvements, de 1910 aux années 70, n'a rien fait. Pourtant, en plus de cet arrachement à leur famille qu'ils n'ont souvent jamais revue, les enfants ont subi de graves violences physiques et psychologiques. Placés dans ces institutions ou dans des familles blanches, ils étaient punis lorsqu'ils parlaient leur langue et pratiquaient leur culture. Heather Halley se souvient qu'elle était régulièrement battue à coups de câbles électriques et de cordes. En 1997, un rapport estimait qu'au minimum un indigène sur 10 avait été enlevé à sa famille. L'Australie a présenté des excuses nationales en 2008, mais les victimes dénoncent aujourd'hui encore un racisme institutionnel et un échec des autorités à affronter les problèmes de santé mentale de cette génération volée. Et c'était Christophe Paget pour RFI. Et pour annoncer les prochaines étapes du déconfinement, le président Emmanuel Macron répondra aux questions de la presse quotidienne régionale. Après plus d'un an de crise sanitaire, le président français a choisi un format moins solennel, plus proche du quotidien des Français, pour dévoiler à quoi va ressembler leur vie dans les prochaines semaines.
Le chef de l'État avait promis, on se souvient, le 31 mars dernier, de revenir devant les Français pour annoncer les prochaines étapes d'un déconfinement très progressif. Et au Tchad, le CMT s'est exprimé pour la première fois sur les manifestations contre l'instauration d'un conseil militaire de transition dirigé par Mahamat Idriss Déby, un des fils du président tchadien tué au front le 19 avril dernier. Des manifestations souvent violentes ont secoué la capitale tchadienne et quelques villes de province mardi et mercredi. Selon le porte-parole du Conseil militaire de transition, le général Azem Bermandoa, les dérapages seraient imputables aux manifestants et auraient causé des débordements. Compte rendu de la situation à N'Djamena avec François Mazet et Boris Vigit pour RFI. Motos, scooters et taxis collectifs se pressent sur l'avenue 5/5. Les magasins sont ouverts, les maquis attendent avec impatience la tombée de la nuit. De prime abord, chacun semble vaquer à ses occupations quotidiennes. Au milieu du boulevard, pourtant, les marques et les résidus des pneus et des branchages brûlés la veille sont bien visibles. Assis à l'ombre, un groupe évoque la situation autour de Job, pasteur d'une église locale. On était là, les mains vides, parce qu'on n'a pas des armes. C'est ici, et vous voyez les traces de pneus que les jeunes ont brûlés. C'est une manière aussi d'extérioriser leur colère, leur mécontentement. Parce que ça fait 3 décennies qu'on était dans l'oppression et on ne veut pas que ça continue. Immanquablement, la conversation attire les passants. Certains descendent de leur mototaxi pour dire leur ras-le-bol, comme cet étudiant à l'Institut national de la jeunesse et des sports. Diaf n'a pas été rassuré par le premier discours de Mahamat Déby. On veut un changement. Et ce que moi, ça m'a vraiment désolé ou encore ça m'a écœuré, c'est que cette déclaration à laquelle le fils de Déby a fait, c'est une déclaration de guerre contre le peuple. On veut le changement. Lui aussi étudiant, parfait d'y comprendre l'urgence sécuritaire ayant mené à l'installation du CMT à la mort d'Idriss Déby. Mais il estime que son fils doit rapidement rendre le pouvoir. Suite à la mort de Déby, ce qu'il a fait, c'est très bon. Mais je veux à ce que la transition soit vraiment démocratique. Il faut que ça soit immédiatement, la transition soit donnée à un civil. Et Michael Collins, cet astronaute d'Apollo 11, est décédé d'un cancer à l'âge de 90 ans. Mike Collins a piloté le vaisseau spatial à partir duquel Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont fait leurs premiers pas historiques sur la Lune en 1969. Éric de Salve revient sur l'épopée de Mike Collins, aussi considéré comme l'homme le plus solitaire. Michael Collins, le 3e homme d'Apollo 11, celui qui n'a jamais marché sur la Lune. Lui était en fait le pilote de la première mission lunaire habitée, ce fameux 20 juillet 1969, quand Neil Armstrong et Buzz Aldrin sont devenus les 2 premiers hommes à marcher sur la Lune. Il en fallait un 3e pour rester aux commandes du module spatial à l'intérieur de la capsule, et ce 3e homme, c'était donc lui. Pour l'anecdote, à ce moment précis, Michael Collins est aussi devenu l'homme le plus seul de l'humanité, car pendant que ses collègues marchaient sur la Lune, lui était en orbite. Et une fois de l'autre côté de la Lune, le colonel Collins a perdu tout contact avec eux et avec la NASA, seul dans l'espace, totalement coupé du reste de l'humanité. Après son retour triomphal sur Terre, Michael Collins a rapidement quitté la NASA pour la vie publique. Il a notamment été secrétaire d'État du président Nixon. C'est sa famille qui annonce sa mort à 90 ans d'un cancer. Toute sa vie, Michael Collins a parlé de la Lune avec poésie. Cette magnifique petite chose, disait-il, nichée dans le velours noir du reste de l'univers. Compte rendu par Éric de Salve pour RFI. Et on estime que l'équipage d'Apollo 11, composé de 3 hommes, a effectivement mis fin à la course à l'espace entre les États-Unis et l'Union soviétique. Et cela fait 100 jours que Joe Biden est à la Maison-Blanche, 100 jours durant lesquels le président américain a mis en place une partie de son programme et ses promesses de campagne. L'une de ces promesses concernait la lutte contre l'épidémie de coronavirus à travers notamment une vaccination massive. Agnieszka Kukmor de RFI revient sur les 100 jours de Joe Biden à la Maison-Blanche. 210 millions de doses de vaccins administrées en 100 jours, l'efficacité américaine dans ce domaine a de quoi faire rêver les autres grandes puissances. Et de fait, ce sont tous les pans de l'économie qui en profitent, le redémarrage de l'activité est réel. Joe Biden, homme pressé, a également lancé en un temps record un plan massif de 1900 milliards de dollars. Plan adopté sans le soutien des républicains, il a pour objectif de compenser l'impact
de la crise. Résultat, près d'1 300 000 emplois créés en février et en mars et le chômage qui recule à 6%. À cela s'ajoute le plan de 2 000 milliards de dollars pour les infrastructures et l'emploi que l'administration Biden entend financer en relevant les impôts sur les sociétés américaines. Autre projet prioritaire, investir 1 800 milliards de dollars dans les services à l'enfance et l'éducation en taxant les grandes fortunes, une certaine idée de la justice fiscale qui semble faire des émules ailleurs dans le monde. Et on reste aux États-Unis où Andrew Giuliani, le fils de l'ancien maire de New York et avocat de Donald Trump, a critiqué le ministère américain de la Justice après une perquisition au domicile de son père à Manhattan. Andrew Giuliani a qualifié le raid de dégoûtant tout en dénonçant ce qu'il dit être une politisation de la justice. Anybody, any American, whether you're red or blue, should be extremely disturbed by what happened here today, by the continued politicization of the Justice Department. This is disgusting. En effet, des agents fédéraux américains ont fait une descente au domicile et au bureau de M. Giuliani où ils ont saisi des ordinateurs et des téléphones portables. Le raid envoie le signal le plus fort à ce jour que M. Giuliani pourrait éventuellement faire face à des accusations fédérales. Et en Inde, les cas quotidiens de Covid-19 et le nombre journalier de décès liés au virus ont atteint de nouveaux records avec 360 000 cas dépistés hier et 200 000 morts. Il s'agit de pics les plus élevés en une seule journée depuis le déclenchement de la pandémie dans le pays. Pour le 7e jour consécutif, l'Inde a enregistré plus de 300 000 cas de Covid par jour. Udaya Rekmi, le chef de la Fédération internationale de la Croix-Rouge pour l'Asie du Sud, estime que l'Inde est le nouvel épicentre de l'épidémie. Now India becoming an epicenter of the world regarding this pandemic. But the government putting their all efforts to control these situations. We are very much hopeful within a week or two it will be controlled. De son côté, le docteur Soumya Swaminathan, scientifique en chef de l'Organisation mondiale de la santé, estime quant à lui que le bilan de l'Inde a été largement sous-estimé. Selon ce haut responsable de l'OMS, le nombre de personnes infectées était au moins 20 à 30 fois plus élevé que ce qui avait été rapporté. Et retour en Australie, avec un coup d'œil sur la météo à travers le pays, eh bien Perth 25 degrés, Adélaïde 24, Melbourne 19, Hobart 19 également, Canberra 21 degrés, Wollongong 23, Sydney 24, Newcastle 24, Brisbane 25, Cairns 28 et Darwin 33 degrés. Et un rappel des principaux titres de l'actualité de ce jeudi, le gouvernement du Victoria annoncera des plans pour une alternative inédite à la quarantaine dans les hôtels. Michael Collins, l'un des 3 membres de l'équipage historique de la mission Apollo 11, décède à l'âge de 90 ans. Et en France, c'est suivant un format inhabituel qu'Emmanuel Macron va dévoiler son plan de déconfinement. Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French. Journal des sports et on commence bien avec du football et la défaite du Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des Champions, défaite sèche 2-1 sur son terrain donc par Manchester City. Et avant d'élaborer donc sur cette défaite, on parle à Marquinhos du PSG. L'équipe des City, ils ont été plus agressifs, ils ont joué plus haut et voilà, je pense que c'était ça la difficulté. Il faut que pour le prochain match, on arrive à être plus régulière dans les demi-temps. Même si on a eu des difficultés dans des autres matchs aussi, mais on a été plus costaud, on n'a pas pris le but et aujourd'hui on prend 2 buts vraiment bêtes. Qu'il ne fallait pas qu'on prenne. C'est des détails, c'est la Champions League. On dit à chaque fois, c'est les petits détails qui vont compter pour celui-là qui va gagner et passer pour le prochain tour.
il faut que ces petits détails, on les gère mieux. Et dans les difficultés, il faut qu'on reste costaud et ne prenne pas de but et profiter de nos bons moments de match. Voilà, donc Marquinhos, joueur du PSG, analyse donc sur ce sabordage du Paris Saint-Germain. On ne peut pas vraiment le dire autrement avec Patrick Girard pour RFI. Le PSG s'est sabordé, oui, le mot convient tout à fait. Une première mi-temps parfaitement maîtrisée à laquelle il manquait tout de même un peu d'efficacité, cet aspect clinique qui avait fait la force du PSG sur les précédents tours. Ils n'ont pas totalement su concrétiser, optimiser ces temps forts qu'ils ont eu nombreux en première période. Et ensuite, au retour des vestiaires, une attitude totalement différente, une équipe qui a nettement reculé, qui s'est un petit peu recroquevillée sur son but, qui a sans doute trop laissé le ballon à Manchester City, dans l'espoir sans doute de les contrer pour lancer ces flèches offensives qui avaient eu du mal à se mettre en évidence en première mi-temps, puis c'était plutôt Di Maria et les milieux de terrain qui avait vraiment fait la force du PSG, mais ça n'a pas fonctionné. Un but raté de peu sur un centre en retrait de Mbappé avant l'égalisation de City par Verratti qui est un petit peu court, et ensuite ça s'enchaîne. Erreur défensive, petite cause, grande conséquence, et l'équipe sort complètement du match, et le PSG est méconnaissable globalement sur la deuxième période, et il y a sûrement plusieurs raisons à cela, mais on a l'impression que le PSG a totalement rechuté, alors qu'on se disait qu'ils avaient franchi un palier dans l'abord mental des matchs sur les derniers tours. Là, ils ont rechuté. Voilà, donc Patrick Girard pour RFI. Allez, on continue sur le football et le club féminin de Lyon, de l'OL, qui a, pour la première fois de son histoire, nommé en tant qu'entraîneur de ce club. Et c'est pas n'importe qui, puisque c'est Sonia Bonpastor, une internationale française multi-fois championne de France avec Lyon. Elle devient donc cette première femme à la tête du club. On l'écoute. L'OL, c'est mon club de cœur. J'ai eu l'opportunité et la chance aussi de pouvoir y jouer en tant qu'ancienne joueuse, de remporter de nombreux titres. Et en tant que personnellement une grande compétitrice, j'avais trouvé ici à l'OL, en tout cas un club très ambitieux, qui m'a permis et nous a permis avec mes coéquipières d'aller gagner des titres et de gagner, d'avoir un palmarès de très haut niveau. Donc un club ambitieux. Je suis ambitieuse également à titre personnel, donc le mariage est parfait. Et je suis ravie aussi d'être présente aujourd'hui et de me lancer dans ce nouveau challenge très excitant et passionnant. Voilà donc pour le football, et on parle de cyclisme maintenant en ce moment même, et avant que le Giro débute, le Tour d'Italie, c'est le Tour de Romandie en Suisse, et la victoire hier de Peter Sagan au sprint dans la première étape, et avant cette première étape, il y avait un prologue remporté par l'Australien Rohan Dennis. I actually thought when I first hit the climb that maybe I had gone out too slow, but with 400 meters to go I knew I hadn't. It was a tough little finish, and that last 400 meters seemed to go forever, so the legs felt good. Obviously, if they didn't feel good, I'd be concerned. Obviously, it was a great day. We got first, second, third with G and Richie and on the podium as well. It's perfect for us. Voilà, donc Rohan Dennis après sa victoire dans le prologue du Tour de Romandie. Voilà, c'est tout pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. À tout de suite. Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/French. On n'arrivait plus à respirer, ma maison c'est toi. Ma maison c'est toi, un joli morceau par Lily Cross et Thierry Chazelle qui vous arrive sur les antennes de la radio SBS à 13h27 37 secondes. Temps de passer à présent à une autre pause, mais restez à l'écoute puisque après la pause, on a un entretien avec Nicolas Perpich pour nous décrypter l'actualité économique en Australie en ce milieu de semaine. Donnez votre opinion sur les sujets qui vous intéressent. Envoyez un SMS au 04 88 79 93 23 ou rejoignez notre page Facebook pour participer à la conversation.
Comme tous les jeudis, c'est le moment de décrypter l'économie australienne et j'ai en ligne Nicolas Perpich. Bonjour Nicolas. Bonjour Bertrand. Bien, ce milieu de semaine, l'information de ce milieu de semaine, c'est les chiffres du taux d'inflation qui sont tombés et il semblerait que le taux d'inflation est monté, mais pas aussi haut que l'avaient prévu les économistes. Bien, quelles sont les conséquences de ce taux d'inflation qui défie les prévisions des experts? Oui, tout à fait. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le taux d'inflation officiel pour l'Australie entière est monté par 0,6% pendant les 3 derniers mois avant le mois de mars et en tout par 1,1% pour les 12 mois jusqu'au début de mars. Donc ça, c'est moins que ce qui était prévu. C'était prévu que ça serait 1,4% pour la dernière année. Donc ça veut dire que en fait la Banque centrale va continuer à essayer de stimuler l'économie et aussi ça va probablement prendre encore plus longtemps avant que le taux d'intérêt officiel monte. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est vrai que le gouvernement essaye d'encourager les gens à construire des maisons pour que ça stimule l'économie. Et donc, le prix du matériel de construction est monté, mais ce qui s'est passé, c'est qu'en même temps, il y a eu pas mal de subventions du gouvernement. Donc, ça a un peu équilibré tout ça. Et ces chiffres-là qu'on voit n'ont pas capturé ce qui se passe en ce moment, c'est que les loyers montent un peu partout en Australie. Donc, c'est pas tout à fait une réflexion actuelle de ce qui se passe maintenant. C'était un peu ce qui se passait il y a un mois à peu près. Mais alors, on pense qu'il y aura des choses qui vont continuer, que l'inflation devrait monter pas mal dans les prochains 6 mois à venir, avec le prix de l'essence qui va monter, le prix de l'assurance qui va monter, le prix de construction des nouvelles maisons qui va aussi continuer à monter, mais aussi des choses comme le prix des voitures et des voitures d'occasion qui depuis la pandémie ont monté d'une façon assez extraordinaire. Mais vis-à-vis les taux d'intérêt, ce que la Banque centrale cherche, c'est que le taux d'inflation soit entre 2 et 3%. Et on pense que ça, on va pas atteindre ça maintenant jusqu'à que les salaires, la croissance des salaires atteint à peu près 3%. Et on est loin de ça. On n'est même pas près de ça. Donc, en fait, il y a des gens qui pensent qu'on va pas voir les taux d'intérêt officiels monter pendant un bon moment encore. Et ça n'empêche pas non plus, par contre, les banques de lever leur taux d'intérêt. On avait vu des taux d'intérêt des banques commerciales à des niveaux qu'on n'avait jamais vus très 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 bas, mais maintenant on a vu que Westpac vient de monter leur taux d'intérêt, ce qui laisse seulement la National Australia Bank, NAB, avec des taux d'intérêt de vers à peu près 2%, mais c'est sûr que maintenant eux aussi vont être obligés de changer ça. Donc dans un sens, il n'y a pas grand-chose qui change, mais dans un autre sens, il y a le secteur commercial qui agit de toutes les façons. Autre information de la semaine qui nous concerne tous, c'est la pandémie qui n'en finit pas avec les conséquences économiques. Et je pense en ce moment à ce qui s'est passé à Perth le week-end dernier, parce que la région de l'Australie occidentale est frappée par une nouvelle éclosion d'infections au Covid et l'État a dû prendre des mesures comme le confinement le week-end dernier, un confinement qui aurait coûté très cher aux entreprises. Et est-ce que le gouvernement va intervenir pour soutenir ces entreprises frappées par la pandémie? Oui, voilà, tout à fait. Donc, en fait, c'est les business qui sont toujours frappés le plus quand il y a un confinement, quand tous les magasins sont obligés, ou presque tous les magasins sont obligés de fermer. Là, c'était 3 jours de confinement, mais après ça, quand même, 4 jours de mesures, d'autres restrictions
transition, donc ça veut dire que ça dure assez longtemps, et le Chamber of Commerce and Industry disent que en fait c'est les business qui eux assument le risque pour la société. C'est eux qui sont obligés de fermer. Ils peuvent pas faire d'argent, mais il faut continuer à payer le loyer, il faut continuer à payer les employés. Donc le gouvernement estime que le confinement de 3 jours a coûté à peu près 70 millions de dollars, mais le Chamber of Commerce and Industry pense que c'est beaucoup plus que ça, qu'il y a des centaines, soit des milliers de petits commerçants qui ont perdu des dizaines de milliers de dollars. Et peut-être ceux qui sont plus frappés, ce sont ceux qui ont été obligés de rester fermés même après le confinement, comme par exemple les gymnasiums, les Indoor Fitness and Wellbeing Centers, on peut dire, qui n'ont pas le droit encore de rouvrir. Donc il y en a qui disent qu'ils ont déjà perdu à peu près 15 000, 20 000 dollars, et il faut qu'ils décident cette semaine s'ils vont pouvoir payer leurs employés. Donc pour eux, la douleur financière continue, mais le gouvernement du premier Mark McGowan a dit que non, ils vont pas donner le feu vert pour des indemnités pour les business, les commerçants. Ils disent que bon, il a de la sympathie pour eux, mais ça serait trop complexe et trop cher. Donc il dit qu'il va essayer de faire d'autres choses comme réduire leurs frais, etc. Mais bon, le Chamber of Commerce and Industry n'est pas du tout content. Ils disent que le gouvernement là gagne des milliards de dollars avec les royalties du minerai de fer. Il y a un surplus de plus de 3 milliards de dollars, donc il pourrait très facilement aider ces petits commerçants. Donc Monsieur McGowan dit que la meilleure chose qui pourrait se faire, c'est que l'économie, la société rouvre, tous les magasins puissent rouvrir, comme ça il peut commencer à faire de l'argent encore, que l'économie de l'Australie occidentale est très forte, a beaucoup de succès, mais pour les petits commerçants, bon, ça n'aide pas à leur trouver un moyen de payer leurs dettes et payer les loyers et payer les employés. Un coup dur pour eux s'ils n'arrivent pas à trouver une solution. En tout cas, Nicolas, merci infiniment d'avoir pris le temps de décrypter l'économie australienne pour nous ce jeudi. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Choisissez sbs.com.au/French comme page d'accueil de votre navigateur Internet. Retrouvez les dernières informations et actualités, participez à nos sondages et contactez-nous. sbs.com.au/French. C'était Sans Sommeil avec Gaëtan Roussel et Alain Souchon. Et à présent, on revient sur l'économie australienne, encore une fois, mais cette fois-ci, pour revenir sur une étude des économistes. Et en effet, ces économistes demandent au gouvernement australien d'assouplir l'immigration le plus vite possible, en tout cas dès que les conditions sanitaires le permettront. En effet, il pourrait y avoir, selon les économistes, des conséquences financières désastreuses sur le pays, et surtout si le pays ne parvient pas à rétablir des niveaux d'immigration d'avant la pandémie. Une nouvelle étude a révélé en effet qu'une baisse de la migration à la suite du Covid-19 entraînerait un manque à gagner de 1,1 million de personnes de la population australienne au cours de la prochaine décennie. Ce reportage nous a été proposé par Amy Hall de la salle de presse de SBS. Pendant 20 ans avant le déclenchement de la pandémie de Covid-19, l'immigration nette représentait 57% de la croissance annuelle de la population de l'Australie. Et au cours de la même période, la part des immigrés dans l'augmentation de la capacité de production de l'économie du pays était évaluée à 20%. Mais la fermeture des frontières internationales du pays a fait chuter l'immigration nette à son niveau le plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale. Et les économistes préviennent que le fait de ne pas restaurer le niveau de l'immigration aux proportions d'avant le Covid aura des conséquences financières significatives, comme nous l'explique Tom Forrest, directeur général de l'organisation Urban Task Force. There are three things that drive economic growth. They're called the three Ps: participation,
productivity, and population. Migrants contribute to all of those. And if you lose any part of that, you're losing economic capacity for the nation. Selon une étude commandée par l'organisation à but non lucratif et préparée par BIS Oxford Economics, une baisse de l'immigration consécutive au Covid-19 entraînera un manque à gagner de 1,1 million de personnes pour la population australienne au cours de la prochaine décennie. Et cela se traduira par une main-d'œuvre moins nombreuse, donc un manque estimé à 82 200 travailleurs d'ici 2024, ce qui ralentira à son tour la croissance et réduira la taille de l'économie australienne d'environ 80 milliards de dollars. Le rapport indique que les résidents permanents qualifiés ont un taux de participation à l'emploi de 92%, contre 66% pour l'ensemble de la population australienne en âge de travailler, ce qui signifie qu'ils contribuent généralement plus aux recettes fiscales qu'ils n'en retirent. M. Forrest précise que cela est particulièrement intéressant pour non seulement rembourser la dette publique liée à la pandémie, mais aussi pour contribuer à financer d'autres services. We have more people turning 65 and exiting the workforce than are turning 18 and entering the workforce. So we have a taxation liability in terms of the healthcare costs of that ageing demographic, but we've got a smaller workforce to pay taxes to pay for it. That's why we need migrants to come in and bolster the size of the tax base and bolster the size of the economy so that we can pay for the care for our older Australians that they really deserve. Kat Scott est directrice générale de l'agence AMS, une agence qui assure des services d'éducation et de placement et d'aide à l'établissement. Elle précise que les immigrés jouent également un rôle essentiel car ils travaillent dans des secteurs où il manque de la main-d'œuvre ou occupent des emplois dédaignés par le reste de la population australienne. Employers come to us saying, have you got staff, particularly in some of those areas where now we see such huge skill shortages, like the disability carers or aged carers industries. We're doing lots of work here in Victoria with some of the engineering companies because there's so much construction happening. Les étudiants internationaux sont également essentiels à la reprise économique de l'Australie. Les gouvernements des différents États et territoires s'efforcent de faciliter le retour de certains étudiants internationaux avant la fin de l'année. On estime que les revenus générés par les étudiants étrangers ont permis de soutenir plus de 240 000 emplois sur l'ensemble du pays entre 2018 et 2019. Le ministre fédéral de l'immigration Alex Hawke a déclaré à SBS Punjabi que pour le moment, les cours pour les étudiants étrangers continueront de se faire en ligne. There's a great quality education people can access from Australia, and they can do that from offshore at the moment, and that is working. We want to see a return of students and tourists and everybody as soon as it is safe and practical to do so, but unfortunately it won't be now. La baisse des niveaux de migration se fait sentir particulièrement en Nouvelle-Galles du Sud, qui, selon l'économiste en chef du CommSec, Craig James, connaît une faible croissance économique et sa plus faible croissance démographique depuis plus de 25 ans. And if population growth continues to weaken, inevitably that's going to have an impact in terms of reduced demand for homes, either buying homes or building homes, reduced demand for retail services, and it also has an impact in terms of transport, sort of infrastructure. So this is the big thing that we want to see sort of improve over time. Kath Scott précise qu'une grande partie du travail d'AMS consiste à aider les migrants à s'installer, à trouver un emploi et éventuellement à acheter une maison en Australie. They're very aspirational. Migrants and refugees are very keen to contribute back to the community and obviously build prosperous lives for their families, and so very keen to do some of those things as soon as they can. Mais elle ajoute qu'ils peuvent revenir sur un marché immobilier encore plus difficile à naviguer. Tom Forrest indique que les administrations locales dans l'agglomération de Sydney se sont basées sur la réduction de l'immigration pendant la période Covid-19 pour réduire davantage leurs objectifs de planification en révisant notamment à la baisse les projections pour les logements. Il demande que les objectifs soient revus à la hausse pour l'ensemble du pays, d'autant plus que les prix de l'immobilier dans les villes sont déjà inabordables pour beaucoup. If you reduce the housing supply, obviously that's going to put upward pressure on prices. If you've also got migrants returning, then you're going to have further upward pressure on housing prices. That's something that governments have control of. The private sector, with cheap interest rates and with strong demand, is out there ready, willing and able to build
right now. The only thing that's stopping us is the amount of approvals that are coming through the planning system. Selon Garth Scarth, l'incertitude entourant la fermeture des frontières signifie que le pays aura du mal à rouvrir ses portes aux immigrés. We're not sure when they're going to open again, so it could be close to 2 years before we have the kind of numbers potentially being able to come back that we were used to. And so you can imagine in that time that people overseas, you know, with skills or parents who are looking at where their children might study will have been looking at lots of other places rather than Australia, just because they know it's not possible to get here. Tom Forrest estime de son côté qu'il faut déployer beaucoup d'efforts pour s'assurer que les immigrés viendront en Australie et n'iront nulle part ailleurs. We don't want there to be any risk to COVID-19 coming back into Australia, but we want governments to think proactively about how they can bring skilled migrants, temporary migrants back safely, particularly when they've been vaccinated, and take proactive steps to restore that migration number. Le gouvernement fédéral va préciser sa politique de migration au moment de présenter son budget le 11 mai prochain. Votre communauté, vos conversations. SBS French. Le reportage que vous venez de suivre sur l'économie australienne et l'immigration nous a été proposé par Amy Hall de la salle de rédaction de la SBS. Et à présent, on retrouve une conversation entre Christophe Mallet et Lola Clavel pour nous parler de mode, un nouveau label de mode plus spécifiquement. Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/French. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Lola Clavel avec nous dans l'émission. Lola Clavel va nous parler de mode puisqu'elle a son propre label. Bonjour Lola. Bonjour, merci de m'accueillir sur votre émission. Il n'y a aucun problème, ça fait plaisir. On va parler de mode, ça fait toujours plaisir de parler de mode. Parlez-nous un petit peu de vous parce que vous avez créé votre propre label. Alors dites-nous un peu comment tout ça a commencé. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas forcément une réaction au lockdown, c'était avant justement tous les déboires qu'on a pu avoir l'année dernière. Oui, moi ça fait maintenant 4 ans que je suis en Australie. Et donc, j'ai commencé à proposer des vêtements sur mesure à mes clients. Et là, j'ai développé aussi une collection que j'ai sortie en janvier. L'importance du sur-mesure pour vous, parce que c'est, on le voit sur le site, c'est en avant, c'est tout ce qui est le bespoke clothing. C'était important pour vous de commencer comme ça, de pas forcément avoir votre propre collection. C'était important d'écouter un peu ce que les gens pouvaient avoir besoin, ou c'était simplement une réponse par rapport à ce que vous saviez faire? Non, pour moi, c'est une relation assez importante avec les clients aussi, de proposer vraiment un service sur mesure. Je trouve qu'il y a quelque chose dans la couture et haute couture qui est quand même dans le sur-mesure très intéressant plutôt que quelque chose de plus fast fashion qui est moins sensible à l'écologie, par exemple. Puisque là, on va vraiment faire une pièce pour vos besoins dans la mesure où ça sera pour un événement spécial de votre vie ou quelque chose une pièce que vous désirez vraiment dans votre garde-robe. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui continue de me plaire, bien sûr. Et ensuite, j'avais aussi, moi, aussi envie d'apporter quelque chose à ma clientèle qui est plus mes créations et pourquoi pas les inspirer à demander quelque chose aussi de sur-mesure, peut-être changer une couleur ou une forme à partir de cette collection. Alors, c'est important ce que vous touchez sur le fait de la fast fashion. Ça a été quand même beaucoup dans l'actualité ces derniers temps sur le rapport entre la mode et l'impact que ça a sur la planète. Pour vous, ça a l'air d'être important quand même, ça aussi, de pouvoir éviter de tomber dans ces tumultes. Oui, bien sûr. Pour moi, c'est quelque chose qui est très à la mode aujourd'hui, on va dire, comme thème abordé. Mais c'est surtout pourquoi continuer de faire de la fast fashion et des labels donc, qui produisent en grande quantité quand on peut vraiment proposer aux gens quelque chose de sur mesure. Bien sûr, peut-être qu'il faut investir un tout petit peu plus d'argent, mais au final, ce ne sont pas des vêtements faits par des gens qu'on ne connaît pas. Ce sont des pièces où vous rencontrez vraiment la personne qui va vous faire le vêtement. Donc pour moi, c'est quand même un côté qu'il faut mettre en avant aujourd'hui. Mais si on veut aussi faire travailler les gens
dans notre pays. Et pour vous, l'Australie, justement, parce que c'est vrai qu'on pourrait penser que l'Australie, c'est une économie qui est, c'est un grand pays, mais qui a une économie qui est peut-être petite, mais le but pour vous, il n'est pas là. Est-ce que dans des villes comme Melbourne, par exemple, est-ce qu'il y a un attrait pour cette mode un tout petit peu différente, cette mode très personnalisée? Oui, je pense qu'il y a un réel intérêt à Melbourne. C'est peut-être une ville un tout petit peu plus culturelle qu'à Sydney, tournée un peu plus vers l'art et la mode. Ensuite, je pense que vraiment, c'est la sensibilité de chacun. C'est une démarche aussi personnelle de se faire quelque chose sur mesure. C'est quelque chose où on aura choisi le tissu, on va mettre de la valeur dans cette pièce, je pense. On va aussi se démarquer parce que c'est quelque chose quand même d'assez unique et que vous aurez choisi avec la personne qui va vous créer la pièce. Et pour vous avez un petit peu de allez, on va dire entre guillemets French touch. Vous amenez ça quand même dans la touche de ce que vous pouvez créer, ou vous êtes 100% à l'écoute de vos clients, mais j'ai vu que vous faisiez également des vêtements de scène. Donc, à quel point je sais pas, vos antécédents français, votre culture française joue dans vos créations? Je pense que c'est plutôt un savoir-faire que j'apporte, puisque moi, j'ai été formée à l'Opéra de Paris et ensuite, j'ai aussi travaillé dans le cinéma et pour des marques françaises. Donc, tout le point de vue design, développement et technique, c'est quelque chose que je maîtrise quand même assez bien. J'essaie au maximum de conseiller les gens sur la qualité d'un tissu, sur les coupes, les différentes options qu'ils vont avoir. Il y a beaucoup de gens que je rencontre, et ça c'est la partie très intéressante, qui sont curieux de demander comment s'appelle telle coupe de vêtements et de savoir un peu plus des termes techniques sur la mode aussi, ou qui viennent avec une idée très vague, et de là on décortique un tout petit peu plus. Après, je propose aussi de faire des vêtements de scène. J'ai eu la chance de travailler sur 2 projets en 2019 qui étaient l'Australia Day, où j'ai fait une tenue pour Ricky Lee, et ensuite on a travaillé sur sa tournée. Puis j'ai aussi la chance d'avoir fait un costume pour Kate Miller-Aki pour l'Eurovision de 2019, mais les sélections australiennes. Rappel des principautés de l'actualité de ce jeudi, le gouvernement du Victoria annoncera des plans pour une alternative inédite à la quarantaine dans les hôtels. Et Michael Collins, l'un des 3 membres de l'équipage historique de la mission Apollo 11, décède à l'âge de 90 ans. Et en France, c'est suivant un format inhabituel qu'Emmanuel Macron va dévoiler son plan de déconfinement. Et notre programme touche à sa fin. Merci de votre compagnie. Je vous laisse en compagnie de Benjamin Violet dans Parc fermé, prochaine édition en français, ce samedi entre 13 et 14 heures. À très bientôt. Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.